Bienvenue dans cette nouvelle émission de Ugly. Aujourd'hui, on va vous parler donc de Skyfall, le dernier James Bond. Alors, on va d'abord commencer par brosser, on va dire, une petite impression générale de chacun de nous. Alors, moi, Lim Claire, je vais commencer. Alors, j'ai trouvé, moi, le film sympa, mais quand même avec pas mal de défauts. Donc, c'est pour ça que ça va être intéressant d'en parler, hein, parce qu'il est ni tout blanc, ni tout noir. Donc voilà, moi, mon avis, il est plutôt mitigé, mais j'y reviendrai après quand on développera. Alors à mon tour, donc bonsoir à tous, Glucose au micro. Eh bien moi je vais jouer The Good Guy ce soir, je suis celui qui a beaucoup apprécié le film. C'est un film que je qualifierais d'audacieux. Audacieux pas au sens classique du terme, mais audacieux en ce sens que le réalisateur et les gens qui ont bossé là-dessus ont pris les grands codes classiques des James Bond et les ont passés à la moulinette pour tout un ensemble de raisons. Et en ont sorti quelque chose qui est très différent de ce dont on a l'habitude, ce moule éternel dans lequel on est coulé depuis 50 ans. Et bien le résultat il est bon, le résultat il est effectivement audacieux, c'est-à-dire qu'il réussit à faire quelque chose de cohérent, à faire quelque chose de fluide, à faire quelque chose d'entraînant, et ça fait du bien. Parce que c'est un sacré dépoussiérage, c'est un sacré coup de jeune, ce qui tombe bien puisqu'on parle de la jeunesse de James Bond. Et finalement, on s'y sent pas plus mal. Parce qu'on est très loin des James Bond de guerre froide, on est très loin des James Bond de Dr No, on est très loin de cette époque qui révolue, et on nous fait bien sentir, à coup de rajeunissement, à coup de nouveaux personnages qui entourent Bond, à coup de nouvelles technologies, à coup de nouvelles destinations, à coup d'un... Je cherche mes mots. Recentrement, recentrage, recentring. À coup d'un recentring sur Londres et la Grande-Bretagne, et c'est des choses soit qu'on avait perdu de vue, soit qu'on n'avait jamais vues, donc ça fait beaucoup de bien. Eh ben bonsoir, donc à mon tour, Batou, hein. Moi, à mon avis, c'est déjà un avis artistique. Je l'ai beaucoup apprécié parce que je le trouve très très beau, très bien filmé. Bien sûr, il y a des choses à redire, mais dans l'ensemble, ça reste un film magnifique. Côté histoire, ça se laisse très très bien suivre, hein. Je l'ai vu 2 fois et les 2 fois, je ne me suis pas ennuyé. Donc pour moi, c'est un film réussi, tant bien avec l'histoire qu'avec l'image. Ok, alors on va d'abord commencer par aborder le film dans son déroulement. On va essayer de dire en gros les scènes qui sont... Voilà, on y va un petit peu scène par scène, hein, par gros segments, pour dire ce qu'on a vraiment aimé, pas aimé, en le détaillant un petit peu de manière linéaire, quoi, en fin de compte, hein, voilà, du début vers la fin de ce film. Par où commencer? Oui, le début, hein, tout simplement, l'intro. Déjà, c'est tout bête, mais c'est vrai que dans les points positifs pour moi, j'ai bien aimé et le générique et l'image qui accompagne ce générique. Je le trouve classe, quoi, tout simplement. Il est à la hauteur. Parce que des fois, c'est vrai qu'on en a eu des un peu insipides. Hein. Enfin, pas insipides, je vais peut-être un peu loin, mais disons plus fade. Celui-là, je l'aime bien. Franchement, il y a une bonne voix. Oui, enfin, depuis Pierce Brosnan, je trouve que les génériques, hein, si on parle des génériques, ont commencé à avoir une patte graphique vraiment très intéressante. Je pense aussi grâce à en fait aux prouesses technologiques qui permettent de faire vraiment des choses très jolies. Et aussi, par exemple, le générique qui pour moi a vraiment marqué le début de quelque chose de nouveau, c'est celui avec Madonna, où je trouve franchement qu'ils ont vraiment mis le paquet dedans. Et du coup, que ce soit après dans Casino Royale, désolé, je mets un petit peu entre parenthèses Quantum of Solace, et après donc Skyfall, ça donne vraiment une patte artistique vraiment très aboutie. Voilà, très aboutie par rapport à tous les autres quoi qu'on a pu voir. Eh bien, on va donc suivre les scènes dans leur chronologie, ce que je vais me dépêcher de ne pas faire en l'occurrence. Moi j'aurais voulu dire un mot sur le fait que ce James Bond dans sa construction est assez classique, c'est-à-dire qu'il s'agit de suites de scènes, comme on le disait. C'est moins une linéarité chronologique que de très belles scènes qui se passent souvent aux quatre coins du monde, avec pas grand chose entre les scènes en fait. C'est-à-dire que souvent, autant chaque scène est très aboutie, très sophistiquée, très léchée, l'image, comme on le soulignait, est magnifique. Tant entre les scènes, on a une cohérence, on a
une liaison entre les scènes qui souvent capote un peu. C'est-à-dire que là où on a une très belle qualité sur le reste, là-dessus, c'est un petit peu comme un jeu vidéo. Allez, on passe au stage suivant, on a fini la scène et il manque quelque chose au milieu. J'aurais apprécié un petit effort de fluidification là-dessus. Oui, je te rejoins. Moi, j'allais prendre une autre image. C'était comme un bon repas, en fait. Si tu avais une entrée, un plat, un dessert, mais que tu n'avais pas la bonne boisson pour accompagner ça, pour que ça fasse un bon suivi. Voilà, tout simplement. C'est un peu brut de décoffrage à chaque fois. Et pourtant, c'est vrai que chaque partie sont par elles-mêmes vraiment sympas. C'est vrai que c'est des bons morceaux qu'on nous propose, hein. Oui, mais enfin, c'est aussi un style qu'il a voulu instaurer, le réalisateur. C'est vraiment, voilà, c'est pour j'allais dire pour pas qu'on s'ennuie. Pour moi, c'est parce que voilà, il veut que ça ait du rythme, etc. Oui, il y a des moments où les scènes l'une avec l'autre ne vont pas. Enfin, je veux dire, la transition est mauvaise, ou pas très bien pensée. Mais en tout cas, pour moi, ça donne quand même malgré tout du rythme et pas forcément, on n'a pas forcément besoin de s'étaler sur tous les petits points de l'histoire. Non, en fait, moi, c'est vrai que si on casse donc le côté linéaire dans le suivi du film, moi, j'irais aussi par thème en parlant du côté soit action, soit des personnages, ou bien, enfin voilà, c'est sur là où je voulais en venir, c'est que en fait, il n'y a pas tant d'action que ça quand même dans le film. C'est pas rempli d'action, je veux dire, c'est pas que un film d'action là cette fois-ci. On en a, on va dire, on a l'introduction, hein, c'est vrai qu'il y a un classique bondien, hein, ça démarre toujours sur les chapeaux de roue. Ça nous prend tout de suite, voilà, dans le feu, on suit tout de suite une mission qui est en train de partir un petit peu en vrille, on va dire. Et après, on a droit, quoi, pendant le long du film, ça se calme un peu, c'est plus un petit côté investigation à travers le monde, avec, bon, oui, c'est quand même un agent avec le permis de tuer, donc il y aura quand même quelques meurtres de ci, de là, mais bon, voilà, on va dire que c'est son job qui veut ça aussi, il a le droit. Et après, bon voilà, et puis ensuite on se retrouvera sur la dernière partie avec un face-à-face, finalement, voilà, avec le grand méchant de l'histoire, qui ira qui nous amènera, ouais, sur le territoire britannique, hein, comme on l'avait peu vu, hein, jusqu'à présent dans les James Bond quand même, finalement, enfin de mémoire. C'est vrai que je ne les ai pas tous vus, mais c'est rarement, on a rarement vu finalement l'Angleterre mis en avant finalement. Et là, on va aller en gros de la super métropole, enfin de la capitale, Londres, quoi, dans les coins perdus des Highlands. C'est un truc qui est assez bien amené, en fait, que j'ai vraiment bien apprécié là. Il y a une raison simple pour laquelle on ne voit jamais le visage de l'Angleterre dans ces films, de la Grande-Bretagne, c'est tout simplement que les services secrets dont il est question, c'est le MI6. Et le MI6, c'est l'espionnage à l'étranger. Du coup, on se sert de Londres pour tout ce qui est introduction de la mission en cours. Et puis on se dépêche de l'oublier parce qu'on a des paysages beaucoup plus exotiques à nous montrer. Ouais, alors après, non, mais là, en fin de compte, je parlais du suivant. Là, c'était juste pour parler un peu de l'action, finalement, comment elle avance. Et on peut aussi parler, du coup, alors, des personnages, là, dans l'histoire. De Bond, particulièrement. Parce que c'est vrai que, finalement, c'est un des gros traits qui le différencie des autres films, ça aussi, hein. Autant, il y a la géographie, c'est vrai, qui est un peu innovante, parce que là, donc, on se retrouve sur le territoire sacré, ouais, voilà, de la reine. Et mais donc aussi les personnages. On va essayer un petit peu de chahuter, voilà, l'inébranlable James Bond, quoi. Là, il va être malmené quand même de l'intérieur, et puis aussi parce que le MI6 va le considérer comme dépassé, trop vieux. Avec des méthodes qui n'ont plus cours, voilà, on va dire qui datent peut-être de la guerre froide, mais qui n'ont plus vraiment cours maintenant. Donc ouais, c'est assez sympa de ce côté-là. Là, je suis pas d'accord par rapport à la guerre froide, parce que là, je vais vraiment. Non, c'est qu'en fait, c'est un reboot, hein, à la base. Et ils prennent pas en compte son passé de guerre froide ou quoi que ce soit, quoi. C'est le nouveau James Bond qui a le permis de tuer donc dans le Casino Royale, qui viennent de l'avoir, et c'était dans notre époque. Donc ce côté-là, il est pas marqué, hein. Et même dans le film, je me sens pas qu'ils en parlent, quoi. Là, c'est vraiment pour faire voir que il est dépassé parce qu'il a pris quand même sa petite année sympathique là. Enfin, c'est peut-être pas une année, mais enfin, il est parti, il a fait la fête pendant un bout de temps, donc il s'est un petit peu rouillé.
Et du coup, en revenant, bon bah, il n'était pas apte à faire cette mission, mais comme ça, il était suffisamment impliqué, même très impliqué par le problème. Du coup, bah, ils l'ont quand même, enfin, en tout cas, M l'a pistonné suffisamment pour qu'il puisse terminer finalement la mission qu'il avait commencée et qu'il avait loupée. Je crois qu'il s'agit moins d'un reboot à mon sens que du parti pris qui est partagé et par l'ensemble des réalisateurs de James Bond et par le public, que James Bond il est complètement atemporel, il est absolument immortel, c'est-à-dire que quelle que soit l'histoire, quelle que soit l'époque, on a le James Bond du moment qui est dans son temps, qui est dans sa politique internationale, qui est dans sa technologie du moment, et peu importe pour le reste. On n'a pas cherché une cohérence pour le reste, c'est un mythe qui traverse le temps. Alors comment tu expliques qu'il y ait cette défaillance pendant ce film? Je veux dire, s'il est intemporel, si c'est toujours le James Bond qu'on connaît doit être toujours au top, et que là finalement on s'aperçoit qu'il l'est plus, comment il peut être intemporel à ce moment-là, tu vois? Alors, c'est intéressant parce que on nous parle plus tard d'un personnage qui est plus jeune. C'est-à-dire que si on suit la chronologie des James Bond, dans Casino Royale, il vient d'obtenir son permis de tuer, son 00. Donc, c'est censé être un très jeune 00, donc une recrue, puis un agent, puis un 00. Il vient d'avoir ses galons, il est tout jeune 007. Entre-temps, il se passe quelques mois au mieux, vu que je dirais l'ensemble Casino Royale et Quantum of Solace doit représenter quelques semaines tout au plus. Faut rajouter à ça la chronologie de Skyfall. Ça fait, allez, mettons 2 ans à tout casser, je dirais. Peut-être moitié moins. Du coup, il n'est pas censé avoir déjà vécu des choses qui se sont passées chronologiquement avant, depuis la guerre froide, comme on disait. Donc finalement, je crois qu'il faut accepter le personnage comme il est. C'est pas des erreurs, c'est un parti pris. James Bond, il est ce qu'il est à ce moment-là. Et là, c'est vrai que depuis la génération de Daniel Craig, on nous montre un James Bond qui est la genèse en fait. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout encore l'espion désabusé, charmeur et impitoyable qu'on nous montre depuis 50 ans, tout simplement. Il est surtout quelqu'un d'humain, quelqu'un de faillible, quelqu'un d'imparfait, quelqu'un de brutal. Et c'est un visage de James Bond qu'on ne connaissait pas avant cette interprétation, avant Daniel Craig. Donc c'est vraiment quelque chose de différent. Le public n'a pas forcément suivi dès le début, mais c'est une différence qui était nécessaire pour dépoussiérer l'œuvre, je pense. Je pense qu'il manque quand même un côté un peu glamour. Enfin, il manque de chaleur, en fait, le personnage. Et ce qui fait que ça peut mettre des distances avec le public. Moi, ça me le fait. C'est vrai qu'il y a un côté où je trouve que pourtant Daniel Craig ne joue pas mal, mais le jeu qu'on veut lui donner lui amène un personnage peu attirant dans un certain sens. Après, le côté un peu dépassé que je voulais dire sur le personnage, ça venait pas tant en fait du fait qu'il utilisait des méthodes archaïques ou n'importe quoi. C'était que dans le film lui-même, on lui met devant le fait que... Alors, c'est vrai que là, par rapport à la saga de Bond sur la période Daniel Craig, j'ai du mal aussi à saisir la temporalité des 3 épisodes là où on voit le même acteur, à savoir s'il était... En effet, il a eu ses galons de jeune agent 00 dans le Casino Royale, alors que là, moi, tel que j'ai vu Skyfall, j'ai l'impression que c'est le MI6 lui-même qui, lorsque là, il revient de son séjour où il a été mis, voilà, il a été mis, disons, à l'arrêt, il a plus l'air d'être à la hauteur, ne serait-ce que parce que physiquement, il ne l'est plus. Il a plus, comme s'il était trop vieux. Là, en fin de compte, c'est l'impression que ça me donnait. Alors après, j'ai peut-être mal compris ou c'est peut-être pas forcément super lié les uns aux autres dans la série, mais c'était... Je rejoins ce que tu disais là tout à l'heure sur le fait qu'il était humain, parce que c'était là. Là, on le voit faillible parce que, comme tout le monde, il vieillit, par exemple. Et donc, il est confronté un peu au fait à pouvoir être placardisé, si j'ose dire, parce qu'il a passé l'âge, quoi. C'est presque comme si, en fait, comme s'il avait voulu faire une trilogie et que là c'était la fin de la trilogie. Et que, en gros, voilà, il y a 40 ans qui se sont passés, James Bond est super vieux et puis on va le mettre au rebut. Alors, bon, ce qui est faux parce qu'on sait très bien qu'il va y en avoir d'autres avec Daniel Craig. Mais c'est vrai que ce que tu dis, moi, c'est ce que j'ai remarqué quoi. Dans le film, on croirait que c'est un vieux papy on va lui dire bon bah allez tu t'entraînes et tu vas aller buter le méchant quoi. Ben là c'est pas ça quoi.
Alors, à noter, je ne sais pas si c'est un clin d'œil ou une maladresse sur l'ensemble de l'œuvre, qu'il nous avait déjà fait ce coup-là avec Sean Connery il y a bien longtemps. Je crois que c'est dans Jamais plus jamais, je ne suis pas certain, où il subit tout un entraînement de remise à niveau parce qu'il est, il est plus dans le coup. Il faut dire ce qui est. Non, j'allais dire, c'est peut-être justement pour le fait de la situation particulière du film Skyfall sur la saga, un clin d'œil. Je pense aussi. Peut-être qu'ils ont voulu insérer ça dans le film parce que ça rappelait ce film-là. Tout comme Skyfall, d'ailleurs, qui est un nom qu'on voit apparaître dans je ne sais plus quel épisode, le nom du manoir, je veux dire. Pour les connaisseurs, ils seront pas surpris. C'est vrai que d'ailleurs, entre parenthèses, le nom lui-même, il a la classe, le titre Skyfall. Ça le fait bien. C'est vrai qu'on parlait avant l'émission de certains titres un peu bidons quand même. Parfois, ça fait en français, ça tourne pas super bien. D'ailleurs, c'est vrai qu'il n'y a pas de traduction là. Ils le laissent tel quel pour la distribution française, ouais. En fin de compte, c'est peut-être aussi voilà, une manière de faire un clin d'œil aux 50 ans de Bond. En fin de compte, cet aspect, on va mettre un Bond voilà, confronté à son propre âge pour pouvoir s'exécuter comme d'habitude. Mais moi, je suis vraiment curieux de savoir comment, cette fois, une fois de plus, comment ils vont rebondir avec cette histoire, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Voilà, est-ce qu'ils vont squeezer ce moment-là, justement, qui pour moi me paraît important, parce qu'ils l'ont rabaissé, on va dire. Alors, enfin, quoi que tu me diras non, parce qu'après, au fur et à mesure du film, on s'aperçoit que, bon, d'accord, il a été blessé, d'accord, il pouvait plus bien viser parce qu'il s'était fait exploser l'épaule, mais finalement, on voit que c'est toujours James Bond, c'est lui qui est maître de la situation, quoique il y aura à la fin. La façon dont ils vont rebondir, comme tu le disais avec ce héros, moi je trouve au contraire que c'est très propre, c'est très fluide ce qu'ils ont fait à la fin, parce que on a eu dans cette trilogie de Daniel Craig ce qu'était James Bond à ses débuts, avec son côté faillible, avec tout ce qu'on a dit précédemment, et là on rentre à la fin de ce film dans un James Bond beaucoup plus huilé, c'est-à-dire qu'il a à nouveau la confiance de ses supérieurs, il est à nouveau dans le service, il a un nouveau chef, il est dans le coup, il l'a prouvé, et on va pouvoir repartir sur quelque chose de plus académique. Donc au contraire, on est dans les clous, et on attend la manière dont ils vont nous surprendre, agréablement j'espère. Oui, c'est vrai que les bases là finalement qu'ont posé cette trilogie, on peut dire déjà, sont intéressantes. Ouais. Là, je te rejoins aussi là-dessus. On a l'impression de retrouver un petit peu le même schéma de cycle que dans la dernière trilogie de Batman. Je sais pas si ça vous fait cet effet, moi ça me fait ça. Parce qu'on a le premier épisode de chacun qui introduit le personnage dans son rôle. Ils prennent l'habit de super agent ou de super héros dans l'autre cas. Et donc le deuxième qui développe vaille que vaille, dans l'un très bien, l'autre bon un peu moins. Et le dernier où c'est vrai, on les voit commencer affaiblis quand même, enfin mis à mal, on va dire, par l'âge ou autre. Et finalement, on retrouve un peu le même schéma. J'étais en train de réaliser et je trouvais ça, j'ai trouvé agréable finalement dans les deux parce que ça doit être, je me disais, d'un point de vue plus large pour les films d'action avec des héros qu'avant on avait quasi invincibles. Là, on les voit, comme on disait au début, humanisés. On les voit jeunes, rookies, débutants, avec leurs faiblesses, même émotionnelles, puisque dans Casino Royale, voilà, on voit un James Bond encore avec un peu un cœur tendre, tomber amoureux quand même, voilà, être confronté à la tragédie de la perte d'un être aimé, par exemple. Et là, on le voit aussi confronté au fait que on découvre. Enfin, moi, je ne me rappelais pas que James Bond, par exemple, était orphelin. Et que donc, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça encore, mais dans le film, c'est la place qu'ils ont mis dans le personnage de M. C'est un personnage qui est clairement mis en avant là dans ce dernier épisode. On le voit malgré tout dans Casino Royale, qu'il est orphelin, parce que justement, il me semble que Vesper fait une allusion à ça quand il dit c'est pour ça qu'on les recrute aussi jeunes, pour qu'ils aient pas d'attache, etc. Voilà, on le sait dès le départ qu'il est orphelin. Je voulais juste te corriger. Oui, non, c'est vrai. Honnêtement, je me rappelais pas très bien. Mais le fait est qu'en tout cas, tout ça a enrobé dans la même logique. On a, comme tu le disais encore, humanisé ces super héros, si j'ose dire, parce que James Bond est un super héros, quoi, avec sa classe très british. Mais là, voilà, on l'a vu donc jeune. Disons on le voit avec des failles humaines de jeunesse et des failles humaines
quand on est voilà, aux portes de la vieillesse, si j'ose dire. Disons que comme lui, il agit, c'est quasi militaire, je veux dire, le rythme de vie au niveau physique qu'il doit avoir. Donc on est rapidement mis plus à la hauteur. Donc pour ça, donc là, c'est vrai qu'il est déjà confronté assez vite à ses limites de ce côté-là, ne serait-ce que par ses blessures. C'est vrai que oui, hein, il est mis à mal quand même. Et donc, le deuxième aspect humain, donc, c'était, je voulais en revenir à M, c'est vrai, parce que finalement, là, c'est ce qui concentre l'intérêt du scénario de cet épisode, je trouve, parce qu'on n'a pas parlé de M, mais on n'a pas non plus parlé du grand méchant, là, dans l'histoire. Et il est intimement lié à M aussi, et un peu à Bond en tant qu'agent, oui, voilà, parce que donc le méchant de l'histoire est encore une fois un agent, c'est déjà arrivé auparavant, mais là c'est traité d'une autre manière. C'est assez intéressant parce que là, du coup, on va avoir finalement un rapport quasi filial. C'est pour ça que c'est intéressant de penser qu'ils sont orphelins à la base, parce que M, c'est vrai, fait un peu l'image de la mère, et eux, des enfants. Et il y a ce rapport qui s'instaure là-dedans et qui est intéressant, parce qu'on voit finalement le fils qui va prendre la bonne voie et celui qui va choisir la mauvaise, entre guillemets, puisque là, donc, c'est son rival dans l'histoire. Et donc M qui est au milieu de tout ça à devoir assumer la responsabilité d'État, enfin avec le rôle qu'elle a, et en même temps ces relations où on voit voilà que par exemple elle va aider, par exemple juste je finis avec ça, mais elle donne un coup de pouce voilà à Bond pour qu'il puisse réintégrer l'unité active par exemple. Donc il y a des choses intéressantes là-dedans, c'est vrai. Oui, effectivement, je suis encore une fois d'accord avec toi. M a clairement une figure de mère. D'ailleurs, on peut partir sur M comme mother dans ce film, puisqu'elle est à la fois, on la voit complètement inflexible dans le cadre professionnel, elle est très pro, elle est très carrée, elle est très dure avec Bond. En même temps, il y a beaucoup de comédie parce qu'on voit très vite qu'elle lui est très attachée, qu'elle lui passe tout, il faut bien dire ce qui est. Comme il fait caprice sur caprice, elle lui passe tout, elle le réintègre alors que c'est une loque. Enfin bref, et je crois que quelque part, sur cette trilogie, c'est elle la seule véritable James Bond girl. Alors pas au sens académique où on l'entend, parce que si on passe l'ensemble des 50 ans de James Bond, on en a vu défiler des James Bond girls, toutes plastiquement plus parfaites les unes que les autres, chacune en fonction de leur époque. Mais en attendant, depuis quelques films, on avait un petit peu, je trouve, cette perte de l'identité et du rôle de la James Bond girl. Tout simplement parce que avant c'était un film, une James Bond girl. On avait Ursula Andress avec Dr No et puis beaucoup d'autres ont défilé. Et depuis quelques films, depuis la génération Brosnan en gros, on a une, deux, trois filles qui apparaissent sans qu'elles soient beaucoup plus importantes les unes que les autres. Parfois c'est une gentille, une méchante. Elles n'ont pas vraiment un rôle central, elles sont un petit peu passées au second plan. Enfin c'est ce rôle de la James Bond girl qui passe au second plan. Là, on a un retour en force de façon anti-académique, avec M, qui est un personnage central, qui est un personnage touchant, et qui, en dépit de son âge, sa fonction ou même ses formes, est une James Bond girl admirable. De toute manière, l'introduction des James Bond girls par rapport à comment ils ont débuté leur trilogie ne pouvait pas être comme on les a connus, dans le sens où il fallait qu'ils connaissent justement son premier amour, donc avec Vesper, pour finalement, après, je pense qu'au fil des films, il va se forger une carapace, justement, qui fera que finalement, après, il va avoir un rapport avec les femmes qui sera totalement différent et qui sera sûrement comme on l'a connu, quoi. Oui, et puis alors on pouvait aussi parallèlement à M, c'est vrai, donc il y a le méchant, on le voit assez peu en fait pendant une bonne partie du film, puisqu'en fin de compte il représente, on va dire, la menace qui pèse en ce moment dans les sociétés occidentales de manière assez la plus angoissante, c'est les menaces terroristes qui donc n'ont pas de visage par un peu définition. C'est la psychose sans visage. Donc c'est vrai que on le voit, il n'est pas traité avant, à part ce spectre quoi qu'ils essayent dont ils voilà en fait ils mènent leur enquête, hein, ils essaient de remonter jusqu'à lui pendant une bonne partie du film, et lorsqu'il apparaît donc c'est vraiment ça amène une sorte de ressort tragicomique quoi en fin de compte, parce que le personnage il est ambivalent quoi, hein, il a un petit côté Joker très on va dire expansif quoi, il a vraiment un côté limite farce, je trouve, en fin de compte, dans la manière dont est interprété il est pas mal interprété, hein, c'est pas la question, mais le personnage, ouais, ils lui ont donné une ambivalence un peu dérangeante, on va dire.
pas dérangeante, c'est pas que c'est malsain, c'est que c'est surprenant de voir un tel mélange en fin de compte, quoi. On voit un petit côté comme ce qu'on pourrait voir depuis les premiers James Bond, depuis le Docteur No, quoi, un peu mégalomane. Il a vraiment pris la grosse tête, quoi. Dans ce sens-là, il est parti dans son délire, quoi. Donc il est le grand méchant vraiment, comme on peut s'en attendre dans un Bond. Mais après, il rejoint, on va dire, le drame, si j'ose dire, familial de la famille M6, quoi, avec maman M et puis ses rejetons derrière, quoi. Et on voit que M est un personnage intéressant par le traitement qu'elle donne et à Bond, comme on l'a soulevé, mais aussi comment il s'appelle, à Ruyas, non j'ai oublié le nom, Sylvas, ouais pardon, j'avais mangé le nom là, donc de ce méchant, parce que on la voit peut-être justement être injuste, elle est humaine, elle aussi, c'est ça qui est intéressant, parce qu'elle fait tout passer, elle laisse tout passer peut-être auprès de James, mais par contre auprès de Villas, il est, voilà, elle a été extrêmement dure auprès de lui. Et du coup, c'est un peu en ça qu'il y a le ressort dramatique. Parce que lui, maintenant, veut aussi. En fait, c'est marrant, c'est le méchant là dans l'histoire qui veut faire une vengeance. Alors que, par exemple, dans l'épisode précédent, c'était James qui était un petit peu le chien enragé qui voulait se venger de la mort de Whisper, on va dire. Et là, en fin de compte, on retrouve finalement un côté dramatique dans le sens où le mal psychologique, on va dire, est venu depuis la source du MI6, depuis des décisions, parce que voilà, on a des responsabilités haut placées, on a des fois des choix à faire qui sont bons ou mauvais, avec les conséquences qu'il y a derrière. Et là, on voit donc un personnage qui aurait peut-être pu être encore un bon agent, mais qui, par ce choix trop dur pour lui à assumer, l'a fait basculer dans la démence de paranoïa, pas paranoïaque, mais de vengeance vraiment aveugle, quoi. C'est pas tout à fait qu'il l'a pas assumé, c'est simplement parce qu'il y a aussi, il a eu cette sensation d'abandon, il a aussi il a suivi le code des 00 qui est donc de croquer la dent et de s'exposer avec le cyanure, qui d'ailleurs il le montre bien, hein. Donc il y a aussi ça, c'est le fait qu'il s'est senti trahi, quoi, et que lui il a envie de faire voir à M à quel point il a souffert. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on on voit énormément de facettes de ce méchant, quoi. Je veux dire, et à un moment donné, on le voit on va dire presque comique au début quand il fait la rencontre avec James. Puis après un autre moment, il va être assez dur. Puis après un autre moment, on va le voir complètement presque mégalomane, comme tu dis. Il va être quand il va apparaître avec l'hélicoptère à la fin. Voilà, c'est le côté spectaculaire. Enfin, on le voit passer sur toutes les phases, même jusqu'à la fin où il devient complètement il change complètement de cette personnalité, tu sais. D'ailleurs, même moi, ça m'a choqué, tu sais. On le voit, il pète un plomb, il veut commencer à se suicider avec M, etc. Enfin, en même temps, je trouvais que c'était assez sympa parce que ça montrait vraiment que, au niveau psychologique, il avait bien reçu, quoi. Et ça mettait vraiment en avant le fait que pourquoi il était aussi dur avec M et donc pourquoi il a voulu vraiment la toucher sur tous les points, que ce soit avec le MI6, que ce soit avec elle, que ce soit avec Bond, que ce soit avec n'importe qui. Alors, je pense que Javier Bardem est tout à fait à la hauteur de ce rôle, à ce point caméléon, je dirais, parce qu'effectivement, il passe par toute la gamme. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a néanmoins un point technique qui, je trouve, ternit un petit peu le rôle. J'ai eu le malheur de voir le film en version française. Et c'est là que le bas blesse. Paix à ton âme. Sans commentaire. La version française de James Bond, en particulier pour la voix du personnage de Silva, est une catastrophe. C'est-à-dire que, de mon point de vue, je n'ai pas réussi à trouver le rôle crédible et je pense que c'est à 90% basé sur sa voix. C'est-à-dire que on n'y croit pas. Il parle de trémolo, il a un accent qui est pas crédible un seul instant. Et du coup, ça casse le mythe de ce grand méchant qu'il campe avec brio, faut dire ce qui est. Mais je pense vraiment que c'est un film à voir en VOST, comme tous les films d'ailleurs, pour qu'on ne perde pas cette dimension-là d'une part. Et j'en profite pour placer, c'est gratuit, mais j'en profite d'ailleurs pour placer que de manière générale, je trouve que l'industrie des traductions des voix françaises dans les films apporte une vraie moins-value de taille au cinéma et c'est dommageable. Alors, c'est vrai que nous autres, nous n'avons pas vu la version française, donc on fera confiance à
Glucose, voilà, pardon. On ne connaît pas encore bien nos propres pseudos. Donc, oui, c'est vrai, mais c'est vrai que je te comprends vraiment parce que le rôle est à la limite du caricatural. L'acteur arrive à bien s'en sortir, c'est vrai. Mais c'est vrai que si le doubleur qui endosse sa voix n'a pas autant de talent que lui, et là il en fallait pour pas rendre le rôle bidon, oui, ça peut vraiment facilement déraper et gâcher le personnage, c'est vrai. Mais ça le fait souvent, je sais pas si vous avez la même sensation que moi, mais pour les rôles de méchants. Je trouve que c'est la voix la plus difficile à interpréter correctement. Franchement, hein. Bien que, comme tu avais parlé de Batman, je trouve que par exemple, comment dire, le doublage du Joker, je l'ai pas trouvé moche. Donc ça dépend vraiment des doubleurs, ça dépend aussi du casting des doubleurs, parce que il y a souvent, c'est pour ça on parle plus de James Bond mais des doublages, mais on va dire on va faire ça court. Mais c'est vrai qu'il y a souvent des doublages qui collent mal à la personne, et du coup ça dessert le film. Après, donc, oui, moi c'était pour en revenir, juste pour finir donc, sur les personnages. En fait, à la fin, c'était juste pour parler en fait une dernière fois des personnages dans le traitement qu'il leur est accordé sur le final, simplement. Parce qu'on a parlé là comment ils étaient posés et en fin de compte le suivi un peu dramatique, on va dire, qui se met en place entre ce triangle, hein, on va dire en gros, parce que c'est eux les personnages principaux, hein, c'est M et puis les deux agents, celui qui a basculé et puis celui qui va s'en sortir. En fin de compte, à la fin, c'est vrai que tu parlais du côté un petit peu où il pétait les plombs, par exemple là, j'arrive pas à retenir son nom. Villas, c'est ça? Silva. Voilà, c'est dingue. Hein. Silva, je vais y arriver peut-être avant la fin de l'émission. Donc quand Silva en fait fait parce que là en fin de compte c'était simplement pour dire que vraiment on était vraiment très loin à la fin du film d'un James Bond, je trouvais. C'est pas forcément un défaut hein, que je soulève là. C'est pour ça que depuis le début je dis je trouve qu'il y a que mon avis est nuancé parce que en fin de compte les qualités qu'on va retrouver dans ce film là, et il en a, font qu'en fin de compte, on voit vraiment. C'est vrai, ça fait accoucher d'une nouvelle façon de voir toute la série, hein, globalement. Hein, ça remet ouais, voilà, ça met un grand coup de balai, mais au point, je pense que certains puissent même en perdre le goût de la saga, enfin de se dire c'est plus du James Bond. Honnêtement, pendant un certain moment, ça me faisait penser à d'autres films d'agents secrets comme je sais pas Jason Bourne par exemple, hein, pour en citer qu'un. Mais en même temps, c'est parce que c'est de son temps aussi. Je répondrais aussi pour défendre. Il est moderne, il est contemporain, quoi. Enfin voilà, donc c'est sûr qu'après, dans le même thème, on va pas pouvoir non plus faire des trucs non plus de folie. Mais juste pour finir, c'est vrai que du coup là, c'est pas du tout d'ailleurs pour le côté agent secret, c'est vraiment dans le traitement des personnages. On va vraiment à fond dans l'humain à la fin, parce qu'on a un final d'action, c'est explosif, enfin c'est haletant. Hein, moi j'ai bien aimé, franchement, la conclusion à Skyfall hein, est quand même pas mal. Il y a un petit côté survie même d'ailleurs, là si on veut faire encore d'autres parallèles, ça me rappelait presque le premier Rambo, je sais pas si ça vous a fait ça, où en fin de compte il se retrouve vraiment, t'as, je sais pas, une armée de mercenaires contre lui et il va devoir se débrouiller avec 3 cailloux pour pouvoir s'en sortir en gros, quoi, pour caricaturer. Mais c'est bien filmé et on va d'ailleurs pouvoir parler après de l'image, de la qualité de l'image d'ailleurs, pour ce qui est de l'esthétique. Mais voilà, non, la conclusion du film est vraiment sympa parce qu'on a une sorte de finale si on peut dire, en apothéose, parce que c'est une longue scène de conclusion au niveau action qui est vraiment intéressante à suivre, avec un final dramatique qui est intéressant aussi, parce qu'il y a de l'humain, encore une fois, qui a été placé, ce qui rend vraiment, en fin de compte, une balance qui, à mes yeux, parce que je ne connais pas tous les épisodes, est assez nouveau et vraiment intéressant. Juste un mot pour effectivement souligner cette dimension humaine par deux aspects simplement, du fait de ce triangle de personnages qui finalement ont déployé des moyens considérables l'ensemble du film pour résoudre un bon vieux complexe d'Oedipe, il faut dire ce qui est. Et d'autre part parce que c'est extrêmement intimiste du fait que on va fouiller jusque dans les tréfonds de l'âme de James Bond, jusque dans son enfance pour
pour exhumer quelque chose qui n'a jamais été montré, qui n'a pour ainsi dire jamais été ne serait-ce qu'évoqué durant les 50 dernières années de Bond. Et on découvre un lieu qu'on ne connaît pas du tout, qui est une chose, ma foi, assez surprenante. Je ne m'attendais pas à un endroit pareil pour ma part. Bah, ça fait du bien de trouver Bond et pas de le retrouver. Et d'autre part, je pense qu'on nous montre cette dimension intimiste, cette dimension humaine, pour mieux par la suite la casser, dans la mesure où on tourne une page après cette trilogie, on veut nous montrer à quel point il a souffert quand il était jeune agent, et à quel point, dans ce qui va être les années suivantes, donc techniquement ce qu'on nous a déjà montré avec ses 50 ans de James Bond, un homme beaucoup plus détaché, beaucoup plus désabusé, parfois badin parce que simplement il ne prend plus les choses à cœur comme il les prenait précédemment, la façon dont il traite les femmes, c'est un ensemble de choses qui résultent d'un comportement, d'une souffrance qui nous est justement montré au travers de cette trilogie. Et je pense qu'ils vont avoir vraiment, je pense, beaucoup de mal. En tout cas, le travail va être dur de passer justement de cette trilogie là qu'on a pu voir. Enfin, on va dire les 2 épisodes qui mettent justement la psychologie de Bond au devant. Et après passer, la transition va être assez délicate, je pense. Toi, parce que en gros, on va passer de les tréfonds de James Bond et on va passer après à James Bond, le gars qui va partout, qui désingue tout le monde et qui va punir les méchants. Bon, bah là, ça va être compliqué quand même, hein, et faire passer la pilule. Je pense que, en fait, pour ceux qui ont apprécié ce début, ils vont être peut-être déstabilisés, oui, c'est ça. Ils vont être déstabilisés, tandis que ceux qui, justement, les personnes qui n'ont pas aimé, donc il y en a qui n'ont pas aimé le film, hein, faut aussi le savoir. Peut-être que eux, finalement, après, vont peut-être se retrouver après dans James Bond parce que on va peut-être, hein, parce que là, c'est vraiment de la supposition, revenir dans des clichés ou peut-être des clichés qu'on connaissait déjà, quoi, d'un bon vieux James Bond comme les gens voudraient. C'est ça, c'est que c'est un petit peu ce qui s'est passé finalement avec Quantum of Solace, c'est qu'ils ont voulu revenir sur un James Bond beaucoup plus action, beaucoup plus avec une intrigue mondiale. Donc avec stock d'eau mondiaux, et finalement ça n'a pas fonctionné parce que on était passé déjà d'un James Bond avec Pierce Brosnan, donc comme on connaissait depuis tout le temps, on va dire, hein, à peu près, hein. Et finalement après on est retombé encore sur un James Bond, enfin on est tombé sur un James Bond, donc la genèse, pour après retomber encore sur un James Bond avec tout le tralala qu'on connaît, et puis après là on tombe encore avec un Skyfall avec encore introspection. Maintenant ils ont intérêt de faire ça en douceur, quoi, la transition, quoi. Alors moi j'aurais envie de dire laissons faire les scénaristes, laissons-les nous surprendre puisqu'ils ont déjà bien réussi à nous emmener dans des nouveaux chemins là avec ces derniers épisodes globalement, même si c'est vrai que Quantum of Solace c'est un petit peu l'exception dans la trilogie qui confirme un peu cette règle qu'ils ont mis. Oui, il m'a tellement peu marqué que j'arriverai même pas beaucoup à en parler, quoi, tellement il était. En fin de compte, ils ont tellement plus de profondeur et d'intérêt, le Casino Royale et Skyfall, qui sont vraiment pour moi très proches, hein, dans l'approche, même s'ils sont pas filmés pareil, parce que ce ne sont pas les mêmes réalisateurs. On va pouvoir d'ailleurs en parler après. Mais ouais, je te rejoins. C'est vrai qu'il y a un risque. Mais juste d'ailleurs, c'est vrai sur la conclusion, puisque comme tu disais, cette trilogie Daniel Craig est un petit peu comment on voit arriver James Bond à maturité, tel qu'on le voit après. C'est un peu compliqué à suivre parce que c'est vrai que la saga étant ancienne, là on nous montre un personnage tel qu'il a été avant, qu'on ne nous avait jamais montré. On a découvert tout ça. Et là par contre c'est vrai que ça semble être une trilogie puisque ça se termine sur de nouvelles bases qui sont installées au final, vraiment dans la conclusion du film. Voilà, des choses sont installées avec des choses qu'on connaît. En plus, c'est beaucoup de clins d'œil à aux anciens codes de James Bond. Et du coup, oui, c'est vrai. On se demande comment ils vont pouvoir associer les 2 héritages qui se sont mis maintenant. Ouais, c'est vrai. Mais je dis, laissons-les nous surprendre, hein. On aura peut-être d'autres surprises encore. Après, non. Alors, tout simplement, c'était au niveau de la réalisation qu'on pouvait peut-être aussi dire 2 mots. C'est-à-dire parler un peu si on a aimé la manière dont est filmée l'action, si on a aimé voilà, la mise en scène, l'image. Enfin, le réalisateur, en gros, hein, qu'est-ce qu'il a pu apporter aussi. Là, on parle plus du scénar ou des personnages. C'est vraiment pour l'aspect réalisation. Hein. Vas-y, Cyril. Bon, battu, c'est Cyril, hein. Et Cyril s'est battu.
Alors oui, bah, donc toutes les actions, hein, on peut le dire, sont très bien filmées parce que déjà quelque chose que j'ai horreur dans les films d'action, ce sont ce qu'on appelle dans le jargon les cheeky cam, c'est-à-dire en gros les caméras qui bougent dans tous les sens pour faire style, il y a de l'action. Ça, c'est un truc, c'est insupportable. Là, heureusement, il me semble qu'il y en a très peu ou pas du tout. C'est-à-dire que toutes les actions elles sont bien décomposées, on voit bien tout ce qui se passe. Bah, il y a qu'à voir hein, la scène avec, par exemple, quand ils sont sur les motos, qui roulent sur les toits, etc. Voilà, c'est magnifique, c'est bien filmé. Bon, c'est vrai que des fois on voit un petit peu les incrustations des acteurs sur les motos, bon, c'est pas grave, mais c'est une action qu'on voit de bout en bout, quoi. Bon, bien sûr, les scènes sont coupées, mais il n'y a pas d'effet de caméra pour cacher ceci, cacher cela. Non, on voit les actions. Comme les combats, lorsqu'il est dans la tour, quand il est en Chine, qu'il est en train de poursuivre donc, la personne qui a volé les informations au début du film. Là, on le voit se battre, mais on le voit se battre. Même si c'est en ombre chinoise et tout ça, parce que c'est super joli, on voit tout. Et c'est ça qui est vraiment, moi, c'est ça qui m'a vraiment plu au côté action. Côté après couleur, photographie, etc. Pareil, moi là je trouve que je ne sais pas qui est le directeur photographique, mais il passe vraiment dans tous les plans. C'est-à-dire, il va dans le très sombre, et après il va dans le très coloré une fois qu'il va en Chine, et après à la fin c'est le sombre avec couleur super chaude lorsqu'il y a donc la maison Skyfall qui brûle plus la brume, etc. Il y a un enrobage qui est vraiment très intéressant, quoi. Même lorsqu'il est en Écosse, par exemple, quand on découvre les chemins tortueux de l'Écosse, pareil, ce sont des couleurs très pastel, vertes, etc. C'est ça, on passe dans un code de couleurs qui va vraiment du chaud au froid, mais très bien, c'est très très fluide, quoi. Voilà. Oui, alors moi, oui, j'ai beaucoup à dire. Non, c'est vrai parce que le film m'a plu au niveau esthétique. Par contre, c'est vrai. Là, tu évoquais le côté de la fluidité. C'est vrai que justement, j'arrive pas trop à savoir, oui, s'il y a une fluidité, mais en tout cas, j'en reviens hein, alors à mon image de repas. C'est vrai que de ce côté-là, on se régale, quoi, parce que à chaque plat. C'est vraiment bon quoi. C'est vrai que chaque scène, la première séquence en Turquie, il y a vraiment ce côté méditerranéen qui ressort très bien. C'est vrai hein, que les couleurs, la lumière, enfin je suis pas technicien au niveau de l'image, je pourrais pas vraiment détailler, mais c'est bien fait. C'est varié, juste voilà pour simplifier mon idée. C'est varié parce qu'on a vraiment donc la nature chaude méditerranéenne au début. Après, on se retrouve avec un côté froid d'acier urbain avec des lumières électriques à Shanghai de nuit de plus. Donc là, au niveau photographique, ça change encore. On a vraiment une ambiance très comme on peut l'imaginer justement d'un agent secret dans l'ombre, furtif, vraiment. Et donc là, on retrouve ce côté de code de film d'agent secret qui est vraiment sympa. Après, il y a ce côté ouais vraiment chic qui ressort quand il est en Chine dans le casino où on voit vraiment des voilà c'est splendide quoi. Je veux dire, je sais pas exactement, c'est une sorte de casino au milieu de l'eau avec des bougies de partout. Enfin, c'est assez c'est franchement je trouve ça beau vraiment d'un point de vue esthétique. Et on enchaîne encore après sur la mer. C'est ça que je voulais soulever parce que quand ils vont aller dans le repère, quand il va se jeter dans la gueule du loup, voilà, ils vont prendre ne serait-ce qu'un bateau, un voilier, je ne me rappelle plus, et j'ai adoré l'image. Ça fait vraiment, moi, ça m'a explosé la rétine au niveau de la lumière. Tu avais vraiment l'impression d'avoir la lumière de la mer qui t'éblouit. Tu avais envie de mettre tes lunettes de soleil, quoi, quand tu étais avec eux sur le. C'est vrai, il y avait de ce côté-là. Franchement, il nous fait voyager, quoi. C'est vraiment génial. Et après, donc la fin, hein, en résumé, c'est donc en Angleterre. C'est vrai qu'on a le côté, voilà, bon bah. C'est limite le moins surprenant parce que c'est plus proche de nous déjà, mais c'est assez gris, c'est assez banal presque, j'ai envie de dire, parce que c'est une grande ville comme on pourrait en voir d'autres. Et il y a juste la fin, ouais, quand tu évoquais de l'Écosse, là où ils vont aller dans à Skyfall, où c'est vraiment. Là, j'ai adoré, franchement, j'ai adoré encore. Il y avait en fait parce que tout est en nuances. J'avais l'impression, moi, de voir un tableau, en fin de compte, un tableau en image, quoi. Enfin, un tableau animé, si j'ose dire. Parce que ils vont mettre du mouvement. Enfin, ça me faisait penser à un tableau de maître, parce que tu avais
c'était tout en dégradé. Tu avais des couleurs assez, comme tu disais, ouais, un peu pastel, c'est ça, hein. Et c'était donc tout en nuances comme ça. Et après, ça se terminait avec ouais, le choc des éléments. La glace, l'eau, les explosions. Et du coup, pendant les, je sais pas, les 20 minutes qui terminent la séquence, on s'en prend vraiment dans plein les sens visuels, quoi. C'est super bien. Moi, j'ai adoré. Aussi, une scène dont on n'a pas parlé, c'est quand il est dans les métros, dans les stations de métro de Londres. Quelque chose qu'on voit assez rarement, c'est James Bond mêlé à la foule. Et ça, c'est quelque chose enfin, peut-être que je n'ai pas tous les films en tête, mais c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Toi, il est mêlé à la foule, il y en a de partout. Il prend bah, donc le métro. Là, ça, j'ai trouvé ça aussi intéressant, ce côté-là, mêler James Bond à la foule. Et alors que souvent, on le voit. Soit dans les montagnes perdues de on ne sait trop où, ou dans un manoir. Voilà, là à ce niveau-là, j'ai trouvé ça sympa. Puis l'interaction avec les Anglais, parce qu'il y a aussi quand même aussi des clins d'œil aussi à l'Angleterre, enfin à la Grande-Bretagne. Hein, ça aussi, on peut en parler hein, au niveau de la réalisation. Il y a beaucoup, c'est très ciblé Angleterre, quoi. Que ce soit au niveau des images, par exemple quand il y a le MI6 qui saute et qu'après on voit les cercueils, on voit l'Union Jack. Jack, ouais, voilà, ouais, le drapeau donc anglais. On voit encore, quand il est dans les tribunaux, on voit donc les tribunaux anglais. On voit donc le peuple anglais. Et puis on peut aussi parler des acteurs qui sont tous anglais et le réalisateur est anglais. Donc je veux dire, là, on peut dire que c'est vraiment le film pour la Grande-Bretagne, quoi. Sachant qu'en plus, on peut aussi souligner qu'il a quand même battu au niveau des recettes le film comme Avatar. C'est-à-dire Avatar quand même qui a été un très grand succès. Au niveau des recettes, il est bien au-dessus, quoi. Il a fait dans les 94 millions de lire, hein, donc 115 millions d'euros. De livres, pardon. Excusez-moi, de livres. Et donc 115 millions d'euros. Donc voilà, vous voyez, c'est comme quoi ça a quand même bien fonctionné là-bas, quoi. Voilà, c'était la petite parenthèse, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi cet aspect-là qui a été mis en avant, et aussi tous les clins d'œil, comme l'Aston Martin aussi. L'Aston Martin, celle qu'on voit tout le temps, qu'on voit d'ailleurs aussi dans Casino Royale, je voulais le signaler, hein, quand il joue au poker et qu'il la gagne. Voilà, c'était la mise. Et voilà, enfin c'était ça, voilà, toutes ces petites choses imbriquées l'une dans l'autre, on donnait vraiment quelque chose de magnifique. C'est pour ça que finalement, comme je disais, j'étais allé le voir 2 fois, mais même au bout de la deuxième fois, finalement, il y a tellement de choses à découvrir, à regarder, tellement de détails à se mettre sous la dent que on s'ennuie pas. Après, c'est vrai, comme on dit, il y a une petite faiblesse au niveau du scénario, mais bon, au moins il y a ça qui rattrape peut-être les petites faiblesses. Voilà, alors maintenant, James Bond, c'est pas non plus que pour les fillettes, on va vous aborder le côté sexe et violence de la série. Donc ceux qui ont moins de 18 ans, vous pouvez aller vous coucher. Bon, alors c'est vrai qu'a priori, on notait tous qu'il y avait quand même eu un basculement. En fait, on avait perdu le côté charme en fait, dans James Bond et qu'on avait basculé sur le côté vachement plus brut de décoffrage, comme la boisson que nous consommons ce soir. D'ailleurs, voilà, on va aussi parler alcool hein, en même temps. Et oui, c'est vrai, mais ça d'ailleurs, oui, ça n'a pas changé par contre. Hein, il boit toujours la même chose entre parenthèses. Bon, alors, quelqu'un se lance. Alors, Donc oui, nous allons traiter donc de James Bond, mais toute la partie Craig. Et donc, ce qu'on a pu constater, en effet, c'est que finalement, beaucoup de personnes ont reproché à ces James Bond d'être plutôt, enfin, de mettre la violence un peu plus en avant, de la dureté de James Bond. Et donc, on voit aussi que, à contrario, on voit beaucoup moins les scènes, on va pas dire de sexe, mais en tout cas les scènes plus voluptueuses, quoi, où on met plus en valeur la femme. C'est-à-dire que si on regarde bien dans les 3 opus qui sont sortis avec Craig, il n'y a pas de scène où on les voit, on va dire longuement au lit.
C'est-à-dire, par exemple, dans le Casino Royale, avec Vesper, le seul moment où on les voit sortir du lit, c'est vers la fin, quand ils sont en Italie. Ou sinon, quand c'est avec la personne, comment ça s'appelle la fille, là la fille qui est dans le casino, là, dans Skyfall, c'est juste le moment sous la douche, puis c'est tout, quoi. On voit juste le petit effet derrière la vitre, et puis ça s'arrête là, quoi. Il n'y a rien de spectaculaire, quoi, comme on en pourrait voir dans tous les autres James Bond, ou à la fin, ou pas forcément à la fin, mais voilà, ils sont dans leur bateau en train de forniquer. Je crois que ça tient également à ce qu'on disait tout à l'heure à propos du personnage, c'est-à-dire qu'en tant que James Bond, il est jeune, il est faillible, il est humain, et donc il n'a pas encore cette carapace dont nous parlions, faite d'un air désabusé, faite d'une expérience blasée, faite d'un drame et d'un amour perdu. Et finalement une expérience qui fait qu'il est beaucoup plus détaché, qu'il est beaucoup plus euh, qui se permet des choses parce que ça ne l'atteint pas. Certes, il va user de son charme pour se faire plaisir avec toutes sortes d'espionnes, qu'elles soient dans son camp ou dans le camp adverse. Effectivement, mais il n'y a aucune attache là-dedans. Alors que les quelques femmes qu'il rencontre dans le cadre de cette première trilogie, eh bien justement, c'est encore très frais tout ça, c'est encore très à vif, et c'est peut-être pour ça que c'est paradoxalement plus pudique. Ben, en fait, voilà, j'allais quasiment prendre le même chemin que toi finalement, mais c'est vrai que du coup, il y a un côté, c'est ça, en fin de compte, c'est un James Bond plus jeune, en fin de compte, qu'on voit moins désabusé, moins cynique, en fin de compte, face aux relations homme-femme finalement, qui va pas juste chercher. Tu veux ça qui retouche. Donc, non, mais c'est vrai. Et en fin de compte, on a enlevé le côté. Je me disais aussi, c'était peut-être parce que comme ils ont voulu basculer dans cette trilogie dans le côté plus humain, on a voulu enlever le côté un peu grotesque ou caricatural du tombeur, voilà, macho de base qu'on pourrait avoir un peu. Ils l'ont fait. Il est toujours le charmeur, mais ils l'ont rendu plus classe. Et en fin de compte en parallèle donc, parce que c'est vrai que mine de rien, il y a toujours un cocktail dans genre, bon, dans James Bond, mais dans tous les films, c'est entre les films d'action, on va dire justement, c'est que tu as la violence et le sexe. On est d'accord? Il y a une sorte d'alchimie qui doit jouer dessus. Et là, ils ont fait basculer, je pense, le côté plus brutal parce que plus jeune. Il est plus dans le physique et moins dans le charme. Il a du charme quand même, il a une certaine classe, hein, c'est James Bond, tout ça, mais on est plus dans le côté viril, mais dans le sens action, et pas dans le sens de charmeur, voilà, qu'on peut le voir avant dans la saga. Sauf que justement, dans Casino Royale, c'est là où il y a quelque chose qui s'opère, c'est que justement Vesper fait sauter les verrous. C'est-à-dire que c'est le jeune impétueux, c'est le jeune 00 qui aura tué, qui a fait plusieurs meurtres, donc, hein, comme ils le mettent en valeur dans le début du film. Finalement, bah, comme après, un bout d'un moment, lui fait remarquer l'indique, je sais plus comment il s'appelle, enfin bref, l'indique, il lui dit, elle a brisé ton armure. Parce qu'en fait, il tombe amoureux, et en fait, elle le prend de court. Et lui, il se dit, je sais pas si vous vous souvenez de la scène du train, mais à ce moment, il est dans le train et justement, il commence un petit peu à se parler, à faire voir un peu qui ils sont. Et après, à la fin, bah, il est surpris. On voit, il a une petite mimique et il se dit, ah ouais, elle me plaît bien. Ça va, elle me plaît bien cette fille. C'est là où on voit que sur son air, voilà, je roule les mécaniques, je peux tuer n'importe qui de sang-froid. Finalement, bah, il suffit qu'il y ait une jeune femme qui lui tape à l'œil et puis il explose cette fameuse armure. Donc ça montre un petit peu aussi sa sensibilité. C'est marrant, mais James Bond, le James Bond des premières années, donc celui de Daniel Craig, me fait un petit peu penser à un jeune homme qui vient d'avoir son permis de conduire. C'est-à-dire que sa conduite, elle est bourrine, elle est brutale, elle est souvent au-delà de la limite de vitesse autorisée, et elle n'est pas toujours sécurisée. Et c'est quelque chose qu'il apprend à affiner au fur et à mesure de sa carrière de 00 et qui devient beaucoup plus propre, beaucoup plus flegmatique, beaucoup plus rodé, beaucoup plus carré par la suite. En fait, il se maîtrise pas du tout au départ. C'est aussi pour ça qu'on l'a sous cet angle-là, et c'est aussi pour ça qu'il a peu plu à une certaine partie du public des James Bond. C'est qu'ils ont rencontré un James Bond qu'ils ne connaissaient pas. Mais James Bond, il n'est pas né comme ça. Il est né, il a du vécu, il a de la bouteille, et de la bouteille, il l'a pas toujours eu. Il était mal dégrossi au départ, et il a bien fallu que jeunesse se passe.
Ben oui, c'est vrai, t'as bien raison là-dessus. Et c'est du coup aussi le côté James Bond où jeunesse doit se faire au niveau de sa sexualité et au niveau de ses émotions, de l'amour, là en l'occurrence avec Vesper. Parce que c'est vrai que c'est très intéressant, parce que Vesper, elle apparaît, mais elle est pour Bond, qui a justement, on le sait, donc une vie d'orphelin quand il est enfant, et là après une formation d'agent prêt à tuer et qui l'a fait. On le voit dès le début. On le voit donc face à Vesper être surpris parce qu'elle le découvre à lui-même. En fait, il découvre des sentiments que lui-même ignorait. Je ne pense pas qu'au départ, il s'attendait à ressentir ça pour une femme, là, par exemple. Parce qu'on le voit froid, calculateur, déterminé, en tant que professionnel d'agent secret. Voilà, il a vraiment toutes les qualités. Enfin, ce qu'on imagine être des qualités, voilà, pour le rôle qu'il a à tenir. Mais en tant qu'humain, c'est vrai qu'il est un peu handicapé, entre guillemets. Il est orphelin, tout ça. Enfin, il en manque d'affection, enfin d'amour. Enfin, il a pas l'air Et puis jeune en plus, parce que là, c'est vraiment le début de sa carrière. Du coup, c'est vrai que ça amène un. Donc c'est vrai que là, on passe un peu entre la sexualité et l'amour, voyons au niveau des émotions, mais c'est un peu lié, hein, finalement. Là, si, parce que je veux dire, on voit en fin de compte quelque chose d'un peu tendre, comme tu disais, un peu naïf finalement. Et c'est vrai que du coup, c'est peut-être moins agréable à regarder parce que bah voilà, c'est presque un peu comme l'adolescence et tout. On sait que c'est un peu pâteau, on sait que c'est un peu, ouais, limite, voilà, on a l'impression de voir un James Bond entre guillemets adolescent, voilà, qui devient, voilà, en devenir. Et du coup, c'est comme voilà, j'aime bien prendre des images à partir des tableaux de maître. Voilà, Léonard de Vinci, il a pas commencé à faire la Joconde au départ, quoi. Il a forcément fait des trucs moches ou brouillons au début. Voilà, et ben là c'est pareil, on le voit, et donc c'est peut-être moins. C'est intéressant au niveau du scénario et pour ceux qui ont envie de creuser pour découvrir plus sur le personnage, c'est ça qui fait l'attrait. Mais par contre, c'est vrai qu'après au niveau visuel, au niveau, on va dire, facilité de lecture d'un James Bond, c'est peut-être moins glamour, moins accrocheur au premier abord. Voilà, pour monsieur ou madame tout le monde, ça va peut-être moins être facile d'accès, en fin de compte. Parce que il faut comprendre l'idée derrière. Du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure dans l'autre partie, c'est qu'ils ont voulu contrecarrer, si je puis dire, avec Quantum of Solace, c'est retombé sur quelque chose de plus classique. Mais finalement, ça a provoqué l'effet inverse. Et donc après, bah, ils se sont aperçus qu'il fallait continuer sur cette lancée et finir le cheminement avec Vesper, par rapport à Vesper, c'est-à-dire qu'il a été donc le jeune ado, qui finalement il va découvrir que la révélation Vesper qui va lui dire mais attends, tu peux aussi tomber amoureux et tomber un petit peu ta carapace, et ensuite aller crescendo sur la femme qui se sert donc sur le bateau dans Skyfall pour arriver à ses fins, en gros. Enfin, même si on le sent malgré tout quand elle va se faire descendre, que lui il voulait pas et que il avait quand même une certaine attache, hein, malgré tout, hein, on le voit, hein. Moi c'est ce que j'ai perçu, hein, dans le film, hein. Et il le fait pas de sang-froid, il n'a pas rien à faire, hein, voilà. Et finalement après ça en arrive donc justement après avec en fait après ça se finit avec la mère, donc avec M, où en gros la boucle est bouclée, c'est-à-dire que là il a toute la relation avec Vesper, celle avec l'autre qui doit tuer, enfin finalement qui se fait tuer par Silva, mais bon en gros c'est comme si c'était lui parce que et après ça se termine donc avec la mère qui se fait tuer aussi, et donc là ça y est, James Bond est adulte. C'est vrai que le côté adulte de James Bond face aux femmes, enfin on va dire plutôt la femme face à James Bond lorsqu'il est adulte et tel qu'on le connaît même dès le premier roman de James Bond et le premier film aussi, c'est Money Penny. On n'en a pas beaucoup parlé là, mais parce qu'elle apparaît au départ comme une femme d'action, mais au final, quand on en arrive à la conclusion, c'est la mise en place en fin de compte de ce rapport cordial, distant, homme-femme qui est mise en place. En fin de compte, je sais pas comment dire, hein, En fait, on a un petit peu toutes les cas de figure, et même avec donc Money Penny, c'est vrai que je n'y avais pas pensé, mais c'est que voilà, c'est une femme avec qui il aurait pu faire quelque chose, il y ait une affinité bien plus poussée, sauf que derrière, bah, il s'est aperçu, c'est encore une expérience de jeune, que on peut aussi avoir des expériences avec des femmes amicales.
avec Moneypenny, ça sera très amical, ça sera un peu comme on le voit dans les autres James Bond, où ce sera un petit peu des sous-entendus, voilà, un petit jeu, mais ça restera amical, point barre. Et on le ressent très très fortement, en fait, c'est quand il est dans la scène du casino, dans Skyfall, hein, quand voilà, il y a ce jeu d'espionnage, et puis voilà, on voit bien que c'est copain, ami, puis même après, il retourne dans le nouveau MI6, et là pareil, tu vois, on sent que finalement, voilà, ils ont fait péter des verrous et ça sera juste une amie, ça ne sera pas une petite amie. Point. Ce qui est intéressant, c'est que Moneypenny, dans les vieux films de James Bond, elle était un petit peu présentée comme la secrétaire toujours amoureuse déçue de James Bond, celle qui n'aura jamais le premier rôle, celle qui sera jamais mise en avant. Il y a toujours un petit aspect mélancolique sur ce personnage dans les vieux Bond, et là, ça nous révèle une toute nouvelle dimension de ce personnage, beaucoup plus intéressante, qui est effectivement celle de l'agent sur qui il peut compter, celle que l'agent avec qui il se sera jamais rien passé de sexuel, mais sur qui il peut compter et pour qui il a des sentiments sans pour autant que ce soit une dimension d'amour ou même de sexe. Ce qui est plutôt rare chez James Bond. On va dire qu'en fait, la seule scène, on va dire torride, à laquelle, torride, hein, je m'entends, c'est au moment du rasage. Voilà. On va dire c'est sensuel, c'est le moment où voilà, ils sont tous les deux, c'est intime, il est torse nu. D'ailleurs, on pourrait dire que on n'a jamais vu autant James Bond torse nu que dans de Skyfall. Bref, parenthèse fermée. Et voilà, c'est le seul moment où en fait il va y avoir quelque chose de vraiment très intime entre eux deux, et après, paf, c'est fini, et on passe à autre chose. Tenez à le dire, ton point de vue, c'est de la merde. C'est un... c'est un jeu, ouais, enfin bon. C'est un truc qu'on s'est dit hors antenne. Il y a un personnage qui est introduit dans cette nouvelle génération de James Bond, c'est Q. Q qu'on a toujours connu sous les traits du Major Boothroyd, donc quelqu'un qui est vieux comme le monde, qui est décrépit, qui est un râleur né, qui est pourtant un inventeur de génie, qui dirige son service d'invention de gadgets, à défaut d'expression plus académique, avec une main de maître. Et Q qu'on voit reparaître sous ce pseudo, sous les traits d'un gamin, faut dire ce qui est, et d'un gamin de nouvelle génération, très axé de nouvelles technologies, très axé informatique, très en vogue dans son temps, tout à fait. Le 21e siècle, il est très en deçà en termes d'âge de ce qu'on pourrait attendre d'un responsable, parce que c'est un responsable, il est cadre supérieur, on peut le dire, hein, au MI6. Et ça surprend beaucoup, y compris James Bond d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de Q ? On attend les gadgets inénarrables, les stylos qui font encre 4 couleurs et explosifs et micro-espions et plein de choses. Bah, finalement, on a dans cette trilogie beaucoup moins de gadgets qu'on pouvait en attendre dans James Bond, et on attendait un peu presque comme une friandise le passage au service Q avec « Ah, qu'est-ce qu'on va avoir comme gadget cette fois-ci ?» Et finalement, alors, il y a un petit clin d'œil, bien sûr, il lui file un stylo qui va être un petit peu magique, qui va avoir sa dimension gadget, évidemment, parce qu'on est dans James Bond, mais Q révèle une toute autre dimension, une toute autre personnalité, avec une ressource, avec des réseaux, avec un certain génie, il faut le dire, avec une certaine inexpérience aussi, c'est ce qui fait l'ambivalence du personnage, et où finalement, les gadgets passent un petit peu au second plan. Est-ce qu'on s'en plaindra, est-ce qu'on s'en plaindra pas ? Les gadgets sont-ils vraiment indispensables à James Bond ? Les fans décideront d'eux-mêmes. Eh ben, c'est juste pour les gadgets, tout petite parenthèse, c'est qu'en fin de compte, on en voit des gadgets, mais là où on s'y attend plus du tout, en fait, c'est dans la vieille Austin. Et ouais, parce que quand on en est à la fin, il y a un petit clin d'œil au niveau des gadgets, c'est dans la bagnole elle-même, qui était gavée de gadgets déjà à l'époque, et du coup, là, il va s'en servir un petit peu, et je me suis dit, c'est voilà, c'est le côté rétro, on le voit dans cette vieille voiture de James Bond, quoi. Alors c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de gadgets, mais je suis pas tout à fait d'accord, parce qu'on voit malgré tout beaucoup. On voit des gadgets dans la mesure où on est au 21e siècle, et que le 21e siècle rime avec quand même des progrès technologiques très importants. Et donc les gadgets où on les voit, c'est par exemple James Bond dans le métro, Q qui peut regarder partout sur les caméras, faire des géolocalisations, faire des croisements, etc. C'est Q qui peut lui faire un faux trajet pour que Silva aille au mauvais endroit.
c'est tout ça aussi les gadgets. C'est pas que les gadgets où ça explose. Il a son petit gadget avec l'arme qui est avec la reconnaissance palmaire. Il a l'Aston Martin, pardon, excusez-moi. C'est l'alcool. Voilà, enfin ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gadgets, on va dire, oui, on va dire manuels, mais que derrière, c'est rattrapé par tout ce qui est technologie, qui est mis en valeur aussi donc par le grand méchant, parce qu'il atteint le MI6 par le réseau, par Internet, voilà. Donc je pense que voilà, ils ont voulu jongler un petit peu sur le fait que ben maintenant on est au 21e siècle et les gadgets, on va dire, c'est un peu monnaie courante quoi. En gros, même pour nous dans la vie réelle, on a plein de petits trucs qui font des choses invraisemblables, mais voilà, pour nous on pourrait considérer ça comme des gadgets. Alors, je suis d'accord sans l'être. C'est-à-dire que pour moi, cette technologie du 21e siècle, c'est un peu le prolongement direct de Q. C'est son aura, c'est son domaine d'expertise et il la manie avec beaucoup de savoir-faire. Mais ça reste les moyens mis à sa disposition, les moyens dont on dispose au 21e siècle, ceux qu'on fantasme en tant que geek en disant oui, ça doit être possible par l'informatique. Mais à côté de ça, on a perdu le côté vintage, le côté oui, mon stylo est explosif, le côté oui, ma mallette peut lancer des couteaux, le côté oui, mon Aston Martin a un siège éjectable. Et ce genre de choses, quelque part, ça pêche un peu, c'est-à-dire qu'on est dans le regret, on se dit bon, on peut survivre sans ces gadgets, mais c'est presque un peu dommage. Là finalement, oui, je vais encore un peu étayer un peu mes propos, mais là c'est pas par rapport au 21e siècle, mais c'est par rapport à la fin, c'est-à-dire dans la maison. Et en fait finalement, est-ce qu'on peut pas considérer aussi tous les petits pièges qu'ils font dans la maison comme des gadgets finalement? Et finalement les gadgets sont introduits par les personnages, parce qu'il y a aussi M qui en fait, hein, avec les ampoules et tout ça là. Voilà, donc je pense que finalement ce manque de gadgets a été comblé par soit les astuces des personnages des uns et des autres, ou par l'aspect rétro avec la voiture, etc. Ouais, non, mais justement, c'était juste pour prolonger ce que tu disais. L'aspect rétro, on le voit justement chez les vieux. C'est vrai, parce que. Non, mais c'est malheureux, mais c'est vrai, c'est carrément imagé comme ça dans le film. Parce que t'as M, qui est donc une ancienne, hein, voilà. Et puis tu as aussi donc le papy gardien du manoir, qui est pareil. Lui, il est avec son vieux pétard, là, gros fusil, mais ils vont faire des techniques de guerre qui datent de la guerre de 14, quoi, mais qui marchent bien, mais qui sont vieilles, quoi. Ça fait voir le côté vintage, mais même là, ça te fait. C'est carrément dépoussiéré là, on va encore plus loin quoi. Et donc c'est vrai que la voiture aussi, elle rentre dans ce truc là. C'était juste une parenthèse, c'est vrai que je crois que dans le film c'est Q qui dit justement c'est fini le temps des stylos qui explosent comme ça. Je crois que même lui il fait une référence à ça. Ouais. Oui, il lui disait, vous attendiez quoi ces stylos qui explosent? Et donc juste pour finir, c'est vrai que je me disais voyez, on a fait un nettoyage quand même de James Bond, mais pas que sur le personnage, mais aussi sur son univers, voilà, toute la logistique du MI6, voilà, enfin, qui fait qui campe le personnage de Bond en tant qu'agent, quoi. Il a besoin de toute la structure et l'agence derrière. Et c'est vrai que Q, il en était le représentant pittoresque, on va dire, avec ses gadgets. C'était ça qui, vrai, ça a apporté un charme entre guillemets. C'était marrant, quoi. Enfin, c'était le plus qui faisait, qui mettait un peu de piquant dans la série. Mais là, je pense, ils ont fait un autre choix, voilà, qui en plus ils font une transition sympa parce qu'ils font quand même plein de clins d'œil dans ce film, donc du coup ça passe bien. Mais c'est vrai qu'on rentre dans une nouvelle ère. Alors on verra ce que ça donnera, hein, ce que ça apportera comme plus-value, on va dire. C'est vrai que ça fait moderne, c'est dans son temps, mais est-ce que ça servira la saga James Bond? À voir. Parenthèse par rapport à Skyfall, on va dire plutôt un petit sujet mais très rapide. Qu'est-ce que vous avez pensé de la musique de Adele? Ben moi j'ai aimé. Simplement, je pourrais pas dire grand chose d'autre, je la trouve bien. Je vous demande ça parce que c'est vrai que mine de rien, bon, ça peut paraître anodin, mais c'est une musique qui va quand même va concourir, je crois, à plusieurs prix, hein, parce que apparemment c'est une bonne musique. Enfin, apparemment, c'est une bonne musique. Mais voilà, enfin, ça me paraissait intéressant juste de finir là-dessus sur l'aspect musique, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'aspect musical, hein, du film. Et voilà, donc je voulais savoir ce que vous en aviez pensé, et donc toi, Lucas.
Alors, au-delà de l'aspect, c'est Adèle, c'est quelqu'un dans le vent, c'est un thème qui est intéressant, c'est un thème qui reste dans la tête, mine de rien. Je crois qu'on est trois à pouvoir le dire ce soir, pour l'avoir fredonné des heures durant dans la journée et celle qui précède. Je crois que Adèle est un petit peu à l'image de cette nouvelle génération Bond, à l'image de Q, à l'image du nouveau M. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sert son époque, tout simplement. C'est quelqu'un qui est au goût du jour, qui s'est rendu sur le devant de la scène via une chanson qu'il a rendu célèbre. Et maintenant, on nous dit clairement, en ayant fait ce choix d'interprète pour la chanson, attention, on rentre dans une nouvelle génération, on rentre avec de nouvelles valeurs. Vos symboles maintenant, c'est Q jeune en tant que geek, c'est M en tant que ancien agent, mais également en tant que responsable administratif et politique, et c'est Adèle qui est dans sa génération et pas dans la précédente. Et j'ajouterais, c'est Monet Pigny aussi en tant que femme moderne, indépendante et femme d'action aussi. Ça rentre aussi dans ce modernisme. Hein. Moi, j'ai rien à dire. Na. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour de James Bond dans son ensemble. Et que donc on va conclure sur une note positive ou non. Donc je te laisse la parole, Lim Claire, pour nous donner ta conclusion. Alors ma conclusion, c'est que j'ai aimé le film, hein, en fait, quand même, bien sûr. Là, ça se sent déjà dans tout le podcast qu'on a fait. Mais ce que je veux faire ressortir, c'est que je comprends bien les freins que peuvent avoir certains spectateurs, parce que ça enfreint beaucoup, voilà, et ça va vers des choses qui ont moins de charme, en fait, on va dire, au premier abord, alors qu'en fait, que c'est un travail en profondeur, on va dire, globalement, à l'image du côté introspectif, hein, d'ailleurs, hein, pour les personnages, et du coup, il est moins facile d'accès et peut-être moins attirant au premier abord, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un James Bond, globalement, voilà. On enlève les femmes, voilà, les superbes femmes, on les voit pas trop, elles sont pas trop mises en avant. Les gadgets, on les voit pas trop non plus. Enfin voilà, je pourrais étaler plusieurs choses caractéristiques des Bonds comme ça, qui font que, voilà, on pourrait croire que ce n'est plus Bond. Alors bon, voilà, mon avis, c'est que si, c'est le Bond, mais un James Bond vraiment qu'ils ont réussi à mettre en phase avec son temps, mais qui me semble pas avoir perdu son âme, quoi. Au contraire, même, on lui en a donné, peut-être même finalement, voilà. Au final, ça n'est pas le Bond qu'on connaît, c'est le Bond qu'on va connaître. Donc il est normal qu'il ait eu une préquelle à tout cela, et qu'il était différent du Bond qu'on connaît. Pour conclure, moi je dirais qu'à l'image du Macallan 50 ans d'âge que Bond déguste avec amertume sur l'île du grand méchant de Skyfall, c'est que moi je suis prêt à signer pour un Macallan 100 ans d'âge, et sans réserve. Eh bien moi, je dirais simplement que de toute manière, ce reboot, on va dire, de James Bond, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant sur James Bond, que ça rajoute vraiment quelque chose d'intéressant dans l'univers cinématographique, je parle, de James Bond, et que bah, tant mieux pour nous, parce que franchement, c'est que du bonheur. Et que ben voilà, comme tu dis, on attend avec impatience la suite, quoi, à voir qu'est-ce qu'ils vont en faire de ces nouvelles bases qu'ils nous ont instaurées et qui, franchement, peuvent vraiment donner quelque chose de très intéressant pour la suite. Mais comme je disais auparavant, il faut pas qu'ils se gourrent, quoi, parce que on va leur mettre un peu la pression, mais il faut pas que vous vous gourriez. Non, bon, on y croit. Ouais, voilà, c'est tout. On a fait le tour, hein. Je pense que vous avez bien cerné en tout cas l'intérêt de ce film, je pense, grâce à toutes ces interventions fort pertinentes. Alors, je vous dis à une prochaine. Voilà, on aura sûrement, il y a plein d'autres sujets super intéressants de toute façon à évoquer. Mon précieux. Ah, peut-être un petit indice. Oui, ça pourrait peut-être se faire. On en reparlera. Allez, sur ce, à la prochaine. À la prochaine. Salut!